Soyez les bienvenus. De l'époque romaine à aujourd'hui, l'Algérie donna naissance à des intellectuels de dimension universelle. Tout au long de sa longue histoire, elle fut un centre du savoir et des sciences. Ce rayonnement intellectuel commença dans la ville de Mador, près de Soukaras, dans l'est de l'Algérie. Elle accueillit l'un des premiers centres d'études supérieures de l'histoire. De grands écrivains et penseurs firent leur formation dans cet établissement de l'Antiquité en terre amazigh. Toutefois, ce travail portant sur les intellectuels ne peut être exhaustif. Il ne peut évoquer l'ensemble des grands esprits que cette terre d'Algérie a engendrés. Durant l'occupation française et après, les intellectuels qui ont choisi la puissance coloniale sont exclus de cette étude. Se disant attachés à cette terre d'Algérie mais demeurent, cependant, totalement étrangers à son peuple. À une quarantaine de kilomètres de Soukaras, le site de Mador témoigne d'un passé intellectuel brillant. Ce centre d'études supérieures gréco-latines de Numidie rayonna entre le 1er et le 2e siècle sur tout l'Occident romain, faisant de cette région l'un des plus anciens foyers universitaires d'excellence académique. L'usage conjoint du latin et du grec y favorise une vie intellectuelle d'une rare intensité, attirant érudits et étudiants des 4 coins de l'Empire romain. Cet enseignement d'élite que tout homme public doit maîtriser repose sur 3 piliers. Le premier était la rhétorique et l'oratoire, principalement l'art de la déclamation, la stylistique et les techniques d'éloquence. Le deuxième domaine était la philosophie et les lettres, enseignées tant en latin qu'en grec selon les textes abordés. Enfin, les sciences et mathématiques, principalement enseignées en grec, sont le 3e volet de cette formation d'élite. Cela comprend l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Des échanges réguliers avec Carthage et Hippone ou Annaba garantissaient une circulation dynamique des manuscrits et des idées novatrices entre les grands centres intellectuels du Maghreb. Mador s'enorgueillit d'avoir vu naître ou enseigner plusieurs intellectuels de premier plan qui ont marqué leur époque. Apulée, maître incontesté de rhétorique. Saint Augustin, figure majeure du christianisme, y reçut sa première formation intellectuelle avant de poursuivre ses études à Carthage. Maxime de Mador, grammairien érudit, entretint avec Augustin une correspondance philosophique qui témoigne de la vitalité intellectuelle de la cité. Marcianus Capella, encyclopédiste brillant et auteur d'une œuvre monumentale. Ces penseurs incarnent l'héritage intellectuel de cette institution qui forma l'élite pensante amazigh de l'Afrique romaine pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, le site archéologique de Mador vous invite à marcher sur les traces des grands esprits de l'époque, celles d'Apulée, de saint Augustin et de tous les autres. Apulée est un auteur du IIe siècle, originaire de l'est de l'Algérie. Il est l'un des premiers exemples d'une carrière littéraire entièrement faite en dehors de Rome. C'est un esprit brillant, universel. Né vers 125, d'une famille riche de Mador. Il fit d'abord ses études à Carthage, où il apprit l'éloquence latine, avant d'aller chercher dans la ville d'Athènes l'enseignement philosophique supérieur. Il voyagea beaucoup. Il meurt en 170 à Carthage. Apulée était curieux de tout, il s'intéressait aux sciences, à la philosophie, à la religion, à la magie. Cette dernière occupe une grande place dans les Métamorphoses. Mais grâce à un procès qui lui fut intenté, et dans lequel Apulée s'en sortit par un plaidoyer habile et spirituel, nommé l'Apologie, nous avons le seul exemple conservé d'un discours judiciaire de l'Empire. Mais son œuvre majeure est indiscutablement les Métamorphoses ou Landor, en 11 parties. Apulée était aussi un conférencier à succès, capable de parler en grec comme en latin. Nous ne possédons plus ses discours d'apparat, exception faite d'une mince anthologie, les Florides, où sont rassemblés 23 morceaux de longueur très inégale. Il avait écrit également de la poésie, des traductions, des traités techniques aujourd'hui perdus sur les arbres, la médecine, l'astronomie, etc. Nous possédons par contre, sous son nom, plusieurs traités philosophiques. Fils de Sainte Monique, Saint Augustin est né, comme sa mère à Tagaste dans l'actuel Soukaras, le 13 novembre 354 et meurt le 28 août 430 à Hippone, l'actuel Annaba. Philosophe et théologien chrétien d'origine amazigh, il est évêque d'Hippone et l'un des 4 pères de l'Église et également l'un des 36 docteurs de l'Église. Il est l'auteur de nombreuses œuvres dont les Confessions, la Cité de Dieu, de la Trinité, Traité du libre arbitre, etc. Évêque d'Hippone, saint Augustin demeura dans sa ville lors de l'invasion vandale et décède dans la cité assiégée. À cette époque de dislocation de l'Empire romain, le Maghreb était nommé le phare de la chrétienté, le foyer intellectuel le plus fécond de tout l'Occident chrétien de l'époque. En effet, jusqu'à l'arrivée des Arabes, le Maghreb était une des régions de l'Occident européen. Cette terre a donné des milliers de martyrs à la foi chrétienne, des théologiens, et 4 papes. De très nombreux saints et saintes chrétiens sont maghrébins et non européens, comme Sainte Monique, Saint Augustin, Saint Eugène, Saint Cyprien, etc. Toutefois,
Ce peuple amazigh était indocile, était à l'origine de courants, qualifiés d'hérétiques par l'Église officielle romaine et sévèrement réprimés. Les papes dénonçaient également cet esprit réfractaire chez ces Maghrébins venus évangéliser l'Europe occidentale. Augustin à son retour à Tagaste, il nous décrit une ville où, écrit-il, le cri des guerriers est gravé dans chaque pierre. À ces Numides qui rêvent de chasser, selon l'expression d'Augustin, ces chiens, latins, il répond que Romains et Amazirs doivent devenir des frères, unis dans une même foi. Mais face à l'arbitraire des Romains et l'oppression des Amazirs, il ajouta « Je ne peux, dit-il, laisser la porte de l'Empire ouverte aux abus ». 2 siècles plus tard, les Arabes ont trouvé à leur arrivée une population très instruite, éduquée, maîtrisant les textes bibliques et refusant la tutelle européenne, ce qui facilita leur conversion à l'islam. Les historiens européens se sont toujours questionnés à propos de l'adhésion rapide et massive des Amazirs à l'islam et leur scission avec l'Europe chrétienne. Ces gens n'ont pas compris que ce peuple n'a jamais accepté l'occupation romaine et les Arabes lui ont offert l'opportunité de se débarrasser de la tutelle européenne. Ainsi le Maghreb se sépare de l'Occident européen pour devenir l'Occident arabe. En 2006, plusieurs pays du monde, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Afghanistan, France, USA, etc. ont célébré le 600e anniversaire de la mort de Ibn Khaldoun. En effet, le Conseil exécutif de l'UNESCO avait adopté une résolution recommandant que cet anniversaire soit célébré par tous les pays concernés. Intellectuel maghrébin né le 27 mai 1332 à Tunis et mort le 17 mars 1406 au Caire, Ibn Khaldoun est un historien, économiste, géographe, démographe, précurseur de la sociologie et homme d'État. Il vécut dans les 4 pays du Maghreb de l'époque, Algérie, Espagne, Maroc, Tunisie. Ibn Khaldoun demeure l'un des penseurs arabes les plus connus et les plus étudiés car il a souvent été présenté comme l'un des pères fondateurs de l'histoire en tant que science et discipline intellectuelle, de la sociologie, mais aussi de la sociologie politique. Certains analystes ont vu en lui un précurseur des travaux de Machiavel, Montesquieu, Auguste Comte, Karl Marx ou Max Weber. Beaucoup admirent sa puissance intellectuelle surpassant celle des intellectuels arabes et européens de son époque. D'autres voient en lui le plus grand philosophe et historien que les Arabes aient offert à l'humanité, et l'un des plus grands de tous les temps. Mais son œuvre traite aussi des sciences de la vie et de la terre et anticipe les travaux des Européens en astronomie et ceux d'Isaac Newton. En sociologie, nombre de ses idées, concepts et méthodes n'ont été découverts que plus tard par les Européens. Ils se sont aperçus que certaines théories et disciplines ont été déjà élaborées par Ibn Khaldoun. L'étroitesse d'esprit des Européens les a conduits à l'ignorance des travaux de cet intellectuel maghrébin. Ibn Khaldoun est aussi l'un des premiers théoriciens de l'histoire des civilisations. L'historien britannique Arnold Joseph Toynbee déclare « Ibn Khaldoun a conçu et formulé une philosophie de l'histoire qui est, sans doute, le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit dans aucun temps et dans aucun pays. » Il est aussi parmi les premiers à avoir défini la période de transition comme une période charnière entre 2 civilisations, comme l'a fait Karl Marx lorsqu'il aborde le passage du féodalisme au capitalisme. Il a en effet remarqué qu'à certains moments, les civilisations se trouvent dans des périodes charnières où elles manifestent à la fois des signes de décadence mais aussi de renaissance, ce qui était le cas pour le Maghreb à son époque. Ibn Khaldoun est aussi l'une des figures de la pédagogie. Ainsi, il estime que l'ensemble du processus d'enseignement et d'apprentissage doit se dérouler en 3 étapes progressives. Une étape préparatoire, une étape d'approfondissement et une étape de consolidation et de maîtrise s'attaquant aux points les plus complexes. Ibn Khaldoun fut également un homme d'État. Il effectua plusieurs séjours de quelques mois à Béjaïa entre 1352 et 1354. Au printemps de 1365, il revient dans la ville, remplir les fonctions de chambellan ou Premier ministre. Tous les matins, après avoir expédié les affaires publiques, Ibn Khaldoun se rendait à la mosquée de la citadelle afin d'y enseigner la jurisprudence et d'autres disciplines. En effet, cette ville de Béjaïa était un carrefour économique et intellectuel de première importance. Cette ville a joué un rôle important dans la diffusion en Occident des chiffres arabes et des savoirs mathématiques. Au XIe siècle, la dynastie des Hammadides décide de transférer sa capitale vers l'actuelle Béjaïa, créant un des ports les plus prospères du Maghreb. En 1152, Béjaïa est conquise par Al-Mouaïdine ou les Almohades. La ville en expansion attire très vite nombre de familles musulmanes, chrétiennes et juives qui pratiquaient le négoce du sel, du cuir, des textiles et de la cire avec le Maghreb, le Mashrek, Moyen-Orient et l'Europe. Al-Idrissi précise « Les marchands de cette ville sont en relation avec ceux de l'Afrique occidentale ainsi qu'avec ceux du Sahara et de l'Orient. » Les vaisseaux qui naviguent vers elle passaient par l'arceau de la porte de la mer et faisaient réparer leurs avaries dans les chantiers de l'arsenal.
À cette époque, Béjaïa était aussi un grand centre intellectuel où résidaient des savants comme Ibn Khaldoun, ou le célèbre géographe Al-Idrissi, ou bien le mathématicien Leonardo Fibonacci. Le rôle joué par la ville dans la transmission du savoir au Moyen Âge est confirmé par les séjours plus ou moins longs de personnalités scientifiques et littéraires prestigieuses, versées dans tous les domaines de la connaissance. Leonardo Fibonacci, connu pour la suite dite de Fibonacci, est originaire de la ville de Pise, au nord-ouest de l'Italie. Il fit son apprentissage en mathématiques à Béjaïa, où il découvre les chiffres arabes et les travaux algébriques d'Al-Khawarizmi, à qui nous devons le système décimal de numération. De retour dans sa ville de Pise, il rédige le livre du calcul, qui traite des calculs décimaux et de la comptabilité. C'est l'un des premiers ouvrages de l'Europe à vulgariser les chiffres arabes. Mais la science européenne était encore balbutiante et il faut attendre un siècle pour qu'elle assimile et comprenne la portée de ce progrès et adopte les chiffres arabes. Béjaïa a donné naissance ou accueilli des poètes, des philosophes, des géographes, des historiens, des mathématiciens, des astronomes, des théologiens, etc. Abdelkader Ibn Mayedine, aussi connu comme l'émir Abdelkader, ou Abdelkader el-Djezaïri, est né le 6 septembre 1808 près de Mascara, à l'ouest de l'Algérie, et mort le 26 mai 1883 à Damas. L'émir est non seulement un chef politique et religieux, un stratège sans pareil, le fondateur de l'État algérien moderne, mais aussi du droit des prisonniers de guerre. Un humaniste, soucieux ce qu'on appelle désormais le droit humanitaire et qui suscite l'admiration de l'Occident chrétien, du tsar de l'Empire russe Alexandre II jusqu'au président américain, Abraham Lincoln. En Algérie, ses efforts pour unifier le pays contre les envahisseurs le voient salué et qualifié de « Jugurtha moderne » et acclamé comme « prince parmi les saints » et « saint parmi les princes ». Mais ce que le grand public sait moins, c'est qu'il est également un penseur humaniste, musulman et soufi et l'auteur d'ouvrages en arabe et traduits en français, tels que Lettres aux Français, Écrits spirituels, le livre des haltes, l'autobiographie l'émir Abdelkader écrite en prison en 1849. Et l'ouvrage intitulé Rappel à l'intelligent, Avis à l'indifférent, considérations philosophiques, religieuses, historiques. Réformateur, intellectuel et éducateur, Abdelhamid Ben Badi est considéré comme l'un des plus grands savants religieux du XXe siècle. Président de l'Association des oulémas musulmans algériens, il est la figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Ben Badi est né le 5 décembre 1889 à Constantine, où il mourut le 16 avril 1940. Après des études à la Zitouna de Tunis, il ouvre une école libre musulmane en 1911 à Constantine et devient en Algérie un initiateur du réformisme musulman dit Islah. De 1913 à 1925, il va consacrer tous ses efforts à l'enseignement de la littérature, de l'histoire, la géographie et les disciplines civiques et religieuses. Son action pédagogique cible aussi bien la jeunesse, garçons et filles, que les adultes. Il créa des cours publics, il envoya à l'université de la Zitouna à Tunis, la première promotion d'un groupe d'étudiants algériens qui seront appelés à constituer les cadres de l'enseignement libre. Comprenant très tôt que la renaissance de la société algérienne ne peut se faire sans des Algériennes instruites, il ouvre en 1919 la première école de filles, dans laquelle Ben Badi dispensa des cours. En 1936, l'association des oulémas fondée en 1931 soutient le Front populaire français, regroupant partis, syndicats et organisations de gauche. Ben Badi soutient l'alliance avec les communistes. Dans plusieurs articles du journal périodique des oulémas El Chiab ou le Météore qu'il dirige, il appelle les travailleurs algériens à militer dans les syndicats, ce qui dans ces années 1936 à 1938 veut dire à la CGT. Il prit également conscience de l'importance du mouvement scout pour encadrer et structurer l'organisation de masse des jeunes. Il encouragea la création de centres culturels, qui voient peu à peu le jour. Dès 1925, il publia le journal Al-Muntakid ou le Censeur dans lequel lui et ses compagnons commencèrent à diffuser les idées réformistes. Le journal jugé subversif par l'administration coloniale fut interdit. Opiniâtre, Ben Badi créa par la suite d'autres publications périodiques. En parallèle au journal, les créations d'écoles, où l'on enseignait la langue arabe, étaient également un moyen d'action pour propager ces principes d'un islam rénové. Malek Benabi est un penseur d'inspiration islamique, né le 1 janvier 1905 à Constantine et mort le 31 octobre 1973 à Alger. Par ses écrits, Malek Benabi voulait éveiller les consciences musulmanes et relancer une renaissance de la société musulmane. Il n'a de cesse de critiquer vivement l'administration coloniale française par ses écrits et ses conférences. Il n'a jamais accepté la colonisation de l'Algérie par la France et le statut d'indigène octroyé par l'administration de l'époque aux autochtones algériens. Il compte à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant de civilisation, de culture, d'idéologie, de problèmes de société, ainsi que d'autres sujets tels le phénomène coranique et les raisons de la stagnation de la société musulmane en particulier. Le 8 mars 1913 naissait Mouloud Feraoun, instituteur, poète et écrivain.
Quoique fils de très humbles paysans, l'écolier se révèle un excellent élève, alors que 10% seulement des petits Algériens étaient scolarisés. À l'école normale de Bouzaréa, où il est admis en 1932, il fait la connaissance de celui qui restera son ami, Emmanuel Roblet, un Oranais fils d'ouvrier, et futur écrivain comme lui. Dans sa vie, ces 3 ans sont une « période essentielle », comme il écrira plus tard. Féru de culture, il découvre aussi la politique. Et rejoint Ahmed Smaili, qui anime à l'école une section du Parti communiste algérien et diffuse son bulletin La lutte sociale. Les activités politiques d'Ahmed Smaili lui valent le renvoi de l'école, mais le jeune garçon aura contribué à l'éveil politique de Feraoun. Se consacrant à son métier d'instituteur, à sa famille et à son œuvre littéraire, Feraoun a pu être perçu comme attentiste dans les débuts de la guerre de libération nationale. Cependant, Les chemins qui montent, son roman paru en 1957, ne laisse pas de doute sur son rejet de la colonisation et d'une pseudo-fraternisation masquant la réalité du peuple algérien. Depuis 1955, il tient secrètement son journal, dont il veut faire un témoignage. Il s'interroge sur les visées du général de Gaulle revenu au pouvoir. La sagesse refusera l'intégration, comme on refuse une duperie, la sagesse accordera l'indépendance pour confondre toutes les folies, réparer toutes les erreurs, faire oublier tous les crimes. Il collabore à l'œuvre des centres sociaux. Il devient suspect en Algérie, et son nom figure sur les listes des réseaux clandestins, d'où sortira l'OAS, il reçoit des menaces de mort. Le 15 mars 1962, Feraoun, devenu inspecteur des centres sociaux éducatifs, était assassiné par les tueurs de l'OAS avec 5 de ses collègues de l'Éducation nationale, dont l'inspecteur d'académie Max Marchand. Il avait confié à son journal le 5 février 1962 « La guerre d'Algérie se termine. Paix à ceux qui sont morts. Paix à ceux qui vont survivre. Cesse la terreur. Vive la liberté. » Jean Amrouche, né le 7 février 1906 et décède le 16 avril 1962. Écrivain, journaliste littéraire et homme de radio, parmi les nombreux textes donnés à des journaux français, on retiendra notamment celui intitulé « La France comme mythe et comme réalité », paru en janvier 1958, dans lequel il dénonce la mystification coloniale. Peu de temps après sa naissance, sa famille, de confession catholique, émigre à Tunis. Après des études au collège alaoui de cette ville, Jean Amrouche est reçu à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Il devient ensuite professeur à Sousse, puis à Annaba et à Tunis. De 1934 à 1939, il collabore au Cahier de Barbarie, par des études et par des poèmes, notamment Cendre, Étoile secrète. Producteur à Alger de la radiodiffusion française, 1944, il est, à partir de 1945, nommé à Paris rédacteur en chef de la revue L'Arche. Il réalise sur la chaîne nationale des entretiens avec des écrivains français et assure une émission hebdomadaire. En 1958, il est nommé rédacteur en chef du journal Parler, mais révoqué en 1959 en raison de ses prises de position politiques. Il meurt quelques mois après sa réintégration à la radio, mais sans avoir assisté à l'indépendance de l'Algérie. Il donne une traduction française des chants berbères de Kabylie, recueillis de la bouche de sa mère, et dans L'Éternel Jugurtha. En février 1946, il dresse le portrait contrasté du Maghrébin moderne. Moufdi Zakaria est né le 12 juin 1908 à Beni Isgan, près de Gardaïa, et décède le 17 août 1977 à Tunis. Surnommé le poète de la révolution algérienne, il est l'auteur de Kassamen, l'hymne national algérien, composé en 1955 à la demande de Aban Ramdan, un des dirigeants de la révolution, mort au combat. Moufdi Zakaria quitte très tôt sa région natale du Mzab pour rejoindre son père, alors commerçant à Annaba. Quelques années plus tard, il poursuit ses études, notamment à l'université Itouna. En fréquentant le milieu estudiantin algérien à Tunis, il se lie d'amitié avec le poète tunisien Tabou El Kassem Chebi et le poète algérien Ramadan Amou, avec lequel il fonde l'association littéraire El Wifaq ou l'Entente, qui publia une revue entre 1925 et 1930. De retour en Algérie, il crée une association similaire, publie la revue El Ayed dont seuls 3 numéros sortiront en 1933. Membre actif de l'Association des étudiants musulmans nord-africains à partir de 1925, il critique la tendance assimilationniste du mouvement jeune algérien et proteste contre les fêtes du centenaire de la colonisation de l'Algérie en 1930. Bien qu'éprouvant des sympathies pour le mouvement réformiste des oulémas musulmans de Ben Badi, il préfère, vers 1933, adhérer au mouvement L'Étoile nord-africaine, de Messali Hadj et proche du Parti communiste. Il milite ensuite au Parti du peuple algérien, PPA, après la dissolution par les autorités françaises de l'Étoile nord-africaine et compose Fidaou El Jazaïr, l'hymne du PPA. Arrêté le 22 août 1937 en même temps que Messali Hadj et Hossein Laouel, il est libéré en 1939.
Il poursuit son action et lance avec des militants le journal Achaab, ou Le Peuple, et collabore avec des journaux tunisiens. De nouveau arrêté en février 1940, il est condamné à 6 mois de prison. En 1943 et 1944, il écrit dans les journaux clandestins El Watan et l'Action algérienne. Après les massacres du 8 mai 1945, perpétrés par la France, il est arrêté et condamné à 3 ans de prison. Libéré, il adhère au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Candidat aux élections à l'Assemblée algérienne, il est victime de fraude électorale, orchestrée par les autorités françaises. En 1955, il rejoint le FLN. Arrêté en avril 1956, il est incarcéré à Alger où il écrit, dans sa cellule l'hymne national Kassamen, qui sera mis en musique, la première fois par Mohamed Triki en 1956, ensuite par le compositeur égyptien Mohamed Fawzi et enregistré dans les studios de la radio-télévision tunisienne en juillet 1957. Libéré 3 ans plus tard, il se réfugie au Maroc, puis en Tunisie où il collabore au journal El Moudjahid jusqu'en 1962. Peu à peu, Moufdi Zakaria décide de s'éloigner définitivement de la sphère politique. Poète du mouvement national et chantre de la révolution algérienne, le souffle de sa poésie est puissant, ayant un unique objectif, celui d'aiguiser la conscience nationale en vue du combat révolutionnaire libérateur. Le poète meurt en 1977. Il est enterré à Beni Isgan, sa ville natale. Moufdi Zakaria est auteur de nombreux chants patriotiques, Kassamen, Fidaou El Jazaïr, le chant de l'emblème national algérien, le chant des Chouada, le chant de l'armée de libération nationale, le chant de l'Union générale des travailleurs algériens, le chant de l'Union des étudiants algériens, le chant de la femme algérienne, le chant Barberousse. Il composa, également, des chants pour l'Union des femmes tunisiennes, ou celui de l'armée marocaine, etc. Ses recueils publiés sont Le feu sacré, 1961, À l'ombre des oliviers, 1966, Sous l'inspiration de l'Atlas, 1976, L'Iliade de l'Algérie en 1001, vers 1972. De nombreux poèmes publiés dans des journaux algériens, tunisiens et marocains n'ont pas été rassemblés en recueil. Moufdi Zakaria, qui aspirait à le faire, a pourtant évoqué, dans ses déclarations, l'existence de recueils intitulés Chant de la marche sacrée ou Chant du peuple algérien révolté en arabe dialectal, Élan qui est un livre sur la bataille politique en Algérie de 1935 à 1954, Le cœur torturé est ouvrage de poèmes d'amour et de jeunesse, ainsi qu'un recueil réunissant les poèmes écrits dans sa prime jeunesse. Son œuvre, foisonnante, est disséminée dans les organes de presse maghrébins. Moufdi Zakaria a révélé l'existence d'ouvrages non publiés jusqu'à ce jour, notamment Lumière sur la vallée du Mzab, Le Livre blanc, Histoire de la presse arabe en Algérie, la pièce de théâtre La Grande Révolution et la littérature arabe en Algérie à travers l'histoire, en collaboration avec Adil Abidi. Mouloud Mameri, né le 28 décembre 1917, fait ses études primaires dans son village natal, en Kabylie. En 1928, il part chez son oncle installé à Rabat au Maroc, où ce dernier est alors le précepteur du roi Mohamed V. 4 ans après, il revient en Algérie et poursuit ses études au lycée à Alger, puis au lycée Louis-le-Grand à Paris, avec le projet d'intégrer l'école normale supérieure. Mobilisé en 1939 et libéré en octobre 1940, Mameri s'inscrit à la faculté des lettres d'Alger. Mobilisé une nouvelle fois en 1942 après le débarquement américain, il participe aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne. À la fin de la guerre, il prépare à Paris un concours de professorat de lettres, puis rentre en Algérie en septembre 1947. Il enseigne à Médéa, puis à Alger. En 1952, il publie son premier roman, La colline oubliée. De 1957 à 1962, Mameri se réfugie au Maroc. Il rentre en Algérie au lendemain de l'indépendance. De 1968 à 1972, il enseigne l'amazigh à l'université dans le cadre de la section d'ethnologie. De 1969 à 1980, il dirige le Centre de recherche anthropologique, préhistorique et ethnographique d'Alger, CRAP. Après un passage éphémère à la tête de la première Union nationale des écrivains algériens, il publie en 1969 les textes du poète algérien Simoand. Mouloud Mameri meurt le soir du 26 février 1989 des suites d'un accident de voiture, à son retour d'un colloque au Maroc sur l'amazirité. Le 27 février, sa dépouille est ramenée à Alger. Mouloud Mameri est inhumé, le lendemain. Plus de 200 000 personnes assistent à son enterrement. Il publie de nombreux romans dont La colline oubliée, Le sommeil du juste, L'opium et le bâton, etc. Il écrit, aussi, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il est également critique littéraire et traducteur d'œuvres amazighes et grammairien de la langue amazigh. Mohamed Dib naît le 21 juillet 1920 à Tlemcen, il décède le 2 mai 2003.
Il est auteur de romans, de nouvelles, de poésie, de théâtre et de contes pour enfants. Il publie en 1946 un premier poème, Été, dans la revue Lettres, puis en 1947, le poème Vega, dans la revue Forge dirigée à Alger par Emmanuel Roblet. De 1950 à 1952, il vit à Alger et travaille comme journaliste à Alger Républicain. Il fait des reportages sur les mouvements sociaux en Algérie, écrit des articles engagés sur les conditions de vie des Algériens sous domination coloniale et des chroniques culturelles. Il a pour collègue Kateb Yassine. Dans le même temps, il publie des poèmes et des nouvelles dans les revues de ses amis Jean Sénac et Emmanuel Roblet. Après avoir quitté en 1952 Alger Républicain, il fait un nouveau séjour en France alors que paraît La Grande Maison, premier volet de sa trilogie Algérie. Ce premier roman est soutenu par la presse française, notamment par Louis Aragon et André Malraux. Les deux autres volets, L'incendie et Le métier à tisser, paraissent en 1954, année du déclenchement de la guerre, et en 1957. Les trois romans témoignent de la misère des villes et des campagnes sous la colonisation française, des grèves des ouvriers agricoles, des revendications nationalistes naissantes. Il publie en 1956 son premier recueil de nouvelles, Au café, puis en 1958, Baba Fekran, un album de contes pour enfants. Jusqu'à son départ d'Algérie en 1959, il est employé dans la correspondance et la comptabilité commerciale. Arrivé en France, il fait plusieurs voyages en Europe de l'Est. En 1961, paraît son premier recueil de poésie, Ombre gardienne, préfacé par Aragon qui le soutient depuis les premiers romans, et avec lequel il a gardé des liens amicaux, publiant régulièrement dans la revue Les Lettres françaises que dirige Aragon. La parution des romans Qui se souvient de la mer en 1962, puis Cours sur la rive sauvage en 1964, marque un tournant de son écriture vers le fantastique et l'allégorique. Son second recueil de nouvelles, Le Talisman, paraît en 1966. Un nouveau cycle romanesque voit le jour avec La Danse du roi en 1968, Dieu en Barbarie en 1970 et Le Maître de chasse en 1973. En 1970, sort son deuxième recueil de poésie. En 1972, la télévision algérienne tire un feuilleton des 12 épisodes des deux premiers romans de la trilogie Algérie, sous le titre El Harik, ou L'incendie, interprété en arabe dialectal. En 1974, il enseigne à l'Université de Los Angeles. À partir de 1975, il se rend régulièrement en Finlande où il collabore à des traductions d'écrivains finlandais. Ces séjours lui inspireront une « trilogie nordique » publiée à partir de 1989. En alternance avec son travail de romancier, il publie des recueils de poèmes, en 1975 et 1979. Sa pièce de théâtre, Miloura pour une gueuse, est présentée au Festival d'Avignon en 1977. De 1983 à 1986, il est professeur associé à la Sorbonne. Il y enseigne l'écriture littéraire. Son œuvre continue à s'enrichir de nouveaux titres, poésie, romans, nouvelles, essais, contes. L'inspiration de Mohamed Dib se renouvelle jusqu'au terme de son parcours. L'année de sa disparition, un ouvrage mêlant nouvelles, pensées et courts essais, est publié ainsi que L.A. Trip, roman en vers inspiré par son séjour californien de 1974. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner. À très bientôt.